Voilà donc pour cette conférence de presse commune donnée à la fois par le président Emmanuel Macron et son homologue nigérien, le président Mahamadou Issoufou. Alors les deux hommes ont d'abord longuement salué la mémoire des 71 soldats nigériens tombés le 10 décembre dernier à Inates. Et puis cette conférence de presse, elle a essentiellement été concentrée sur le défi sécuritaire au Sahel, avec la préparation de cette conférence de Pau qui a donc été fixée au 13 janvier prochain. Général Trinquant, Emmanuel Macron a insisté sur un point: il faut absolument clarifier les positions des membres du G5 Sahel lors de cette conférence. Mamadou Issoufou et Cyril Payen l'avaient interrogé il y a quelques temps, avaient une nouvelle fois plaidé pour plus de Barkhane et plus d'alliés, mais ses homologues burkinabés, maliens, tchadiens parlent pas forcément d'une même voix. Non, je crois qu'il y a 3 points. D'abord, je voudrais en introduction souligner le fait que présenter des condoléances en Afrique a une signification très importante. Et pour les familles, d'ailleurs, le président Issoufou l'a dit, les familles elles-mêmes remercient le président. Et les cérémonies de condoléances sont vraiment un passage obligé en Afrique, et donc le président français s'y est conformé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé de coordination. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, mais souvenons-nous qu'il y a une force de l'ONU, une force du G5 Sahel, des forces nationales, la force française. Qui coordonne tout ça? Comment est-ce que c'est coordonné? Je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui doit être sur la table le 13 janvier. Parce que s'il n'y a pas de coordination efficace, il n'y a pas d'action efficace. Puis le troisième point que vous soulignez, c'est l'engagement politique. Le président Issoufou... il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre lui et le président Macron. Il est totalement engagé. Alors que le Niger, rappelons-le, est menacé au nord par le Sahel, mais aussi sur le lac Tchad au sud. Donc c'est d'une certaine façon le pays le plus menacé. Et donc il a bien marqué la cohérence de sa pensée avec la pensée française. Et donc là, le président français demande que ce même engagement soit fait au moment où ils se réuniront à Pau. Pourquoi? Parce qu'il a bien précisé qu'au moment de l'opération Serval, tout était clair. Il y avait une résolution de l'ONU, il y avait une demande du Mali, tout ça. Puis depuis, les choses ont évolué et il n'y a pas eu ce même engagement. Et donc, il a besoin d'avoir un engagement, en particulier parce que sur les réseaux sociaux en particulier, ou des journaux de l'opposition profitent des problèmes qu'il y a de temps en temps dans les opérations là-bas pour attaquer la France impérialiste qui vient pour je ne sais quel succès économique dans ces régions. Et donc là, il a besoin que d'une voix forte, les présidents disent non, c'est nous qui demandons à la France d'être présents parce que nous avons besoin de la France et nous avons besoin des Européens, comme des Américains d'ailleurs. Nous avons besoin de tous les alliés. Et il faut que ces présidents l'énoncent aussi clairement que le président Issoufou vient de le faire. Et pourquoi, selon vous, ils n'ont pas emboîté le pas justement au président Issoufou pour l'assumer publiquement? Mais parce qu'aujourd'hui, le Mali, pour ne citer que, le Mali comme le Burkina Faso sont dans un état de fragilité extraordinaire. Le Burkina Faso, il n'y a pas de confiance entre le politique et le militaire. Souvenons-vous, nous, qu'il y a eu des coups d'État au Burkina Faso. Et donc, ils sont en train de se chercher, ils ne savent pas trop. Et ils sont en train de jouer un jeu très, très dangereux qui est en train de donner à l'un et à l'autre. Et au Mali, on le sait bien, le président Ibeka a été élu pour une deuxième fois. Ça n'a pas été, disons-le franchement, à la satisfaction générale. Et donc, là aussi, il doit s'affirmer, alors que c'est lui qui reçoit le plus d'aide. De l'aide internationale, de l'ONU, la MINUSMA, elle n'est qu'au Mali, elle n'est pas ailleurs. Le G5 Sahel, la force Barkhane, donc c'est lui qui reçoit le plus d'aide et c'est lui qui est un peu silencieux, alors que le président Issoufou a été très clair. Donc ce que demande le président Macron, c'est que le G5 Sahel, qui s'est coordonné entre eux, parle d'une même voix et que chacun des présidents exprime clairement ce dont ils ont besoin et qu'ils font appel à l'aide internationale, qu'elle soit militaire, financière, économique. On parlait de l'Alliance Sahel, mais aussi dans le G5 Sahel. Les Émirats Arabes Unis ont fait un don la semaine dernière pour donner des véhicules blindés au Niger. C'est une réaction rapide. Il y en a qu'on attend depuis 1 an et demi. Un contrat de 100 millions qui a été annoncé il y a 1 an et demi, qui n'est toujours pas signé. Donc là, il faut absolument que tous les donateurs, et il n'y a pas que l'Europe, les pays arabes en font partie, très fermement mettent l'argent sur la table pour permettre à ces... Je vous donne un exemple. L'attaque qui a tué 71 soldats nigérians était très bien montée. Première attaque, on détruit avec un camion chargé d'explosifs le centre de communication. Résultat, impossibilité d'appeler Barkhane. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de téléphone satellitaire.
c'est quand même quelque chose de simple. Et il faudrait doter de téléphones satellitaires ces centres pour éviter ce qui s'est passé. C'était un peu la course de marathon. Il y a un soldat qui a pris une voiture, qui a percé les défenses et qui est sorti pour aller porter à la voix le message à 30 km d'ici. Au XXIe siècle, c'est impensable. Donc vous voyez qu'il y a besoin de beaucoup de choses, mais moi je reviens surtout sur la coordination. Je crois que c'est le point important. Le président Issoufou demande le chapitre 7 pour le G5 Sahel, aussi pour la MINUSMA. C'est-à-dire renforcer le mandat de la MINUSMA. Voilà, renforcer le mandat de la MINUSMA, qui pour le chapitre 7, je leur en ai déjà parlé, c'est très compliqué, parce qu'il faut voir que les contributeurs qui sont dans la MINUSMA n'ont pas tous envie de passer au chapitre 7. Donc ça va être extrêmement difficile. Il le demande aussi pour le G5 Sahel, un mandat plus offensif. Mais au-delà de ces mandats qui sont des caractères juridiques, il y a à mon avis tout simplement, c'est facile à dire sur un plateau, à mettre en place une coordination entre toutes ces forces qui commandent. Lorsque Barkhane intervient, le G5 Sahel intervient, la MINUSMA intervient, il y a des mesures de coordination aujourd'hui. Et il faut les renforcer avec un système probablement de transmission commun, de façon à ce que les réactions soient les plus rapides et plus efficaces. Mais cette force G5 Sahel dont vous parlez n'est toujours pas opérationnelle. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui achoppe? Ils parlent beaucoup, ils attendent aussi les bailleurs, l'argent qui ne vient pas, très concrètement. C'est pour ça que là, on est un petit peu dans la limite même de la création de ce G5 Sahel, qui est remis en question souvent même par les populations locales. Je rappelle que les chefs d'État sont réunis dimanche dernier à Niamey et on sont sortis de ce sommet extraordinaire qui était évidemment sous le seuil du deuil, de l'émotion, de la grande symbolique de se réunir autour du président Issoufou, mais par des déclarations d'intention. Ils ont confirmé à ce moment-là que le sommet de Pau qui avait été remis au 13 janvier était confirmé, ce qui est un message unitaire important. Je rappelle que les Maliens et les Burkinabés étaient là, mais au-delà de ça, ils disent on attend les promesses de dons, on attend ce qui ne vient jamais. Et vient aussi au-delà de l'impasse peut-être où se trouvent, disent les critiques les plus dures sur le G5 Sahel aussi, en termes stratégiques, les limites de l'opération Barkhane en elle-même, et qui voit l'impact dans les populations locales, qui voit clairement des centaines, des milliers de soldats étrangers, français évidemment, on le sait, sur place, mais américains aussi. À Niamey, il y a des soldats américains partout, des conseillers américains partout, et c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de communication, d'explication, pour paraphraser le président français, de clarification aussi de notre côté, pour expliquer aux populations locales qui font peser comme une pression importante sur des gouvernements. Pour le président Issoufou, c'est assez facile, mais c'est vrai qu'au Mali et au Burkina Faso, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que le président français veut lever toute ambiguïté. Mais la bonne chose, c'est que tout le monde a accepté de venir. Ils viendront à Pau et ils vont essayer de trouver un terrain commun. Et le président Macron a insisté sur la souveraineté des peuples dans le Sahel, Cyril. C'est aussi une réponse, Général Trinquant aussi, c'est une réponse, une tentative de réponse à ce sentiment d'hostilité à la présence française sur place. Il a besoin sans cesse de rappeler que vraiment il restitue cette souveraineté au peuple local. Bien sûr, parce que ce sont les oppositions souvent qui jouent de ce jeu-là. C'est intéressant, le président Macron citait le président Issoufou et le parti présidentiel. Donc c'est l'émanation populaire à l'Assemblée du Niger qui est intervenu. Et donc, il est important, effectivement, parce que, au bout du compte, ce travail est fait pour les populations. Quand on voit 1000 écoles qui ont fermé au Mali à cause des attaques djihadistes, 1000 écoles, c'est bien l'avenir de ces peuples qui est en jeu. Sans école, où vont-ils aller? Les fameux 10 millions d'Africains qui arrivent sur le marché d'emploi et qui, dans 20 ans, seront 30 à 40 millions, il faut qu'ils aient une formation, il faut qu'ils aient une éducation. Dans un environnement aussi dégradé que celui qu'il y a actuellement, ils n'auront pas de formation. Et ça, c'est l'intervention de l'Alliance Sahel. Je voudrais souligner que dans les dernières décisions qui ont été prises, la CEDEAO, l'Organisation de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de mettre 1 milliard sur la table, ce qui est une grande nouveauté, mais ce qui est en même temps plus complexe, parce que ça met un acteur de plus sur la scène. Comme vous le savez, le G5 Sahel, ça comprend l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique centrale. Le Mali est en Afrique centrale. C'est à cheval sur 2 régions. Donc il y a vraiment un problème de coordination à mettre en place. Je crois que tout a été fait de façon assez empirique depuis Serval,
pas mal, mais empirique. Et aujourd'hui, il faut mettre globalement ça sur la table. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer certains acteurs ou alors établir une hiérarchie? Parce que vous parlez de coordination, mais ça veut dire quoi avec cette multiplication d'acteurs sur le terrain? Eh bien, je vais vous parler en termes militaires très simplement. Un chef, une mission, des moyens. Il faut un PC qui soit capable de centraliser, de centraliser et de coordonner avec les autres. Je note aussi, pour un petit peu rendre un peu plus complexe encore, l'appel, disons, les discussions avec l'OTAN et avec les autres Européens. Qu'est-ce que l'OTAN pourrait fournir comme moyen? Parce que, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seulement face à l'Est. Tout le monde l'a bien indiqué, la frontière sud de l'Europe, elle est au Sahel. Les pays européens, c'est très bien d'aller manœuvrer dans les pays lituaniens. Nous faisons la guerre dans le sud. Venez avec nous. Ça commence. Il y a des Britanniques, des Danois, des Suédois, des Estoniens. Mais maintenant, il y a peut-être besoin d'un plus grand investissement là-dedans. Et que... En termes d'effectifs humains général ou d'investissement financier, pour qu'on soit sûr de bien comprendre? Il y a deux choses. En termes de moyens militaires, les hélicoptères, les avions, les Espagnols fournissent déjà un tiers de la logistique de Barkhane. De la logistique, voilà. Donc, en termes de moyens militaires, en termes financiers, ça ne concerne pas l'OTAN, ça concerne plus l'Union européenne, mais l'Alliance Sahel, mettre de l'argent pour développer ces pays, l'éducation, l'emploi, pour donner de l'emploi et donner de l'éducation dans ces pays. Plus il y aura d'emplois, plus il y aura d'éducation, moins les djihadistes qui donnent $500 et une Kalachnikov à chacun des jeunes qui veulent les rejoindre auront de chances de réussir. Parce que c'est vraiment un enjeu pour la survie de ces pays. Et cette menace donc terroriste que vous évoquiez aussi à l'instant, le président Issoufou, Cyril a insisté, il parle d'une menace planétaire. Nous sommes tous en guerre contre le terrorisme. Des hommes meurent des deux côtés, ce qui va donc amener à ce cadre politique pour cette prochaine force. Est-ce qu'on compte aussi sur lui, ou en tout cas Emmanuel Macron, Cyril compte aussi sur lui pour tenter de convaincre, de préparer ses homologues, encore une fois, pour le sommet de janvier prochain? C'est difficile à dire, on n'est pas ni dans la tête du président français et ni dans celle du président Issoufou. Mais c'est vrai que là, les deux sont droits dans leurs bottes. Le président Issoufou n'a pas varié de son appel à l'international. La coalition internationale qu'il appelle de ses voeux, ce n'est pas nouveau. Le fait qu'il y ait une interconnexion entre ce qui se passe au Sahel, que c'est la porte, comme on le disait à l'instant, la porte vers l'Europe, le terrorisme qui nous frappe, vous frappera demain si on ne le frappe pas ensemble, de parler de la communauté, de la réponse sécuritaire sur l'exemple de ce que font les Français, et de son côté le président Macron qui, alors lui, pour le coup, très droit dans ses bottes, puisqu'il a employé le mot clarification au moins une dizaine de fois. Reprises, absolument. Et donc, il ne varie pas avec ce qui avait été mal vécu dans les opinions des pays du G5 Sahel il y a quelques semaines, en marge du premier sommet de Pau. Donc, tout cela était assez clair. C'est vrai que là, ces deux hommes qui sont là pour s'entendre autour de ce deuil et de ce geste extrêmement symbolique du président français, de se recueillir, lui à son tour, devant ces 71 soldats nigérians morts au combat dans la lutte contre le terrorisme. Mais là, c'est un allié. Maintenant, de savoir si l'un va convaincre les autres, ce qu'ils ont dit, nous y étions dimanche dernier en marge de ce sommet à Niamey, c'est qu'ils participaient à ce sommet. Vu l'état des relations et les crispations, ces fameux nuages qu'on avait sentis ces dernières semaines, c'est déjà un grand pas. Le président Issoufou y est certainement pour quelque chose. On peut espérer que cette crise est désamorcée généralement. Oui, moi j'ai l'impression que le président Issoufou là s'érige un peu en modèle pour les autres camarades africains. Je rappelle qu'actuellement c'est le Burkina Faso qui préside le G5 Sahel. Et pourtant, il se pose en leader. Voilà, c'est lui qui... La réunion, d'ailleurs, avait lieu à Ouaga. Oui. Là, il s'impose un leader, d'une certaine façon. Et puis, je le rappelle, le 1er janvier, le Niger rentre au Conseil de sécurité. Ça veut dire que quoi pour la région? Ils vont avoir un représentant au Conseil de sécurité qui va être main dans la main avec la France, qui, elle, tient la plume pour le Mali, pour la Centrafrique, pour toute la région. Donc, c'est absolument important que ce tandem fonctionne bien. Et d'une certaine façon, je pense que le président Issoufou, en plus, s'érige en modèle aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas aux nouvelles élections. Les nouvelles élections au Niger, c'est décembre-février de l'année prochaine. Décembre 2020, février 2021. Il a déjà dit, moi, février 2020, eh bien, je quitte mon poste et je vais apprendre au président africain qu'il existe une vie après
la vie de président africain. Ça, c'est quand même exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se demander un peu quels sont les présidents qui vont abandonner leur mandat. Donc je pense que là, il s'érige vraiment en modèle pour la région et globalement pour l'Afrique. On est donc en train d'analyser tous les enjeux de cette visite, ce défi sécuritaire au Sahel, mais je vous pose la question à tous les deux. On sait que ces groupes djihadistes, qui ne sont pas les seuls à sévir au Sahel, vous allez peut-être nous l'expliquer, mais est-ce qu'il est possible de vaincre cette menace? On a l'impression que ces groupes sont aussi disloqués. Le Sahel, c'est quand même une vaste région, c'est énorme. Est-ce qu'on peut vraiment en venir à bout? On peut en venir à bout. Il faut avoir ce qu'on appelle de la patience stratégique. Ça va prendre du temps. Il y avait 5 groupes qui se sont fédérés dans la région. 3 des têtes de ces 5 groupes ont déjà été décapités. Le 4e, je n'ai pas confirmation si ça a été fait récemment ou pas. Qui ça? Il faut les citer. Non, je ne vais pas vous citer les noms de chacun des groupes qui ne présentent pas vraiment d'intérêt pour nos spectateurs qui ne les connaissent pas bien. Simplement pour clarifier, parce qu'on sait qu'il y a le JNIM, on sait qu'il y a la branche ouest-africaine du groupe État islamique, il y a aussi une multitude d'acteurs menaçants là. Non, mais là, ces 5 groupes agissent singulièrement dans la zone dans laquelle ça s'est passé. Rappelons que ça s'est passé sur la frontière avec le Mali. Donc la frontière entre le Burkina, les 3 frontières, Burkina, Mali et Niger, est extrêmement dangereuse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des parcs nationaux de part et d'autre qui fournissent un havre de paix pour ces mouvements djihadistes, qui se cachent là. La deuxième, c'est que comme c'est une zone de frontière, c'est une zone de trafic. Et les mouvements djihadistes sont alimentés essentiellement par les trafics de drogue, les trafics d'humains et les trafics de faux médicaments. Et donc, évidemment, de voir un poste fort nigérien ou Barkhane qui intervient dans la région, ça gêne considérablement leur trafic. Et c'est pour ça qu'ils agissent de cette façon-là. Mais lors de l'action qui a eu lieu la semaine dernière au Niger, ils se sont coordonnés pour attaquer. Ça a été des centaines de djihadistes qui avaient monté une opération extrêmement bien montée. Donc, c'est très difficile de les vaincre, mais ils seront stratégiquement vaincus. Mais je rappelle qu'ils ne seront pas vaincus uniquement par des moyens militaires. On va les casser les uns après les autres. C'est ce que fait Barkhane. La semaine dernière, il y a eu encore une trentaine de djihadistes qui ont été détruits. Mais ça va être aussi par les moyens de financement qui vont permettre le développement, l'éducation, l'emploi, et qui vont permettre à ce que des jeunes se posent des questions, et au lieu d'aller se faire tuer comme des martyrs en prenant un poste, parce que c'est ce qui s'est passé, ils ont eu aussi une 50aine de djihadistes qui ont été tués dans cette attaque, eh bien, ils commencent à penser à autre chose. Donc je crois que cette coordination, nécessaire, mais il faut penser dans le long terme. Parce que la croissance démographique ne va pas s'arrêter comme ça. Et donc, les investissements ne vont pas avoir des effets immédiats. Donc, c'est du travail de long terme. Je crois que malheureusement, comme l'indiquaient les 2 présidents, il faut qu'ils soient plus efficaces. Mais ne vous imaginez pas que dans 6 mois, la solution sera trouvée. Pourtant, le président français se fixe un premier objectif, Cyril, oui, 6 mois, 12 mois, 18 mois. 18 mois, mais des objectifs. Non, ça, c'est ce qu'on appelle le benchmark. Il veut absolument, et il a raison, plutôt que d'avancer comme ça et pas savoir... De naviguer à vue, de se fixer un des objectifs et on progresse. Cyril ? Non, la partie politique et de développement est très importante. D'ailleurs, c'est dans la constitution du G5 Sahel. Mais il faut savoir que quand même, rappeler que le président Issoufou dépense 20% de son budget national à la défense. Comment voulez-vous... c'est pour ça qu'ils demandent de l'argent. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'opération Barkhane coûte 2 millions d'euros par jour à la France aussi. La question qu'on peut se poser, c'est du côté français aussi. Est-ce qu'on ne va pas, avant pot ou en marge de pot, vers une redéfinition de ce que, même du côté, j'entends français, de ce que va être Barkhane dans le déploiement, dans la stratégie, opérationnelle ou non. Peut-être que vous... Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. Le chef d'état-major des armées a fait un voyage avant le président Macron sur zone avec les gens de Barkhane. Il y a une étude stratégique. Évidemment, le président français va, le 13 à Pau, arriver avec des propositions aussi. Et aujourd'hui, les relèves de Barkhane se déroulent en janvier et février. Et déjà, moi, les échos que j'ai, c'est que ceux qui étaient prévus de partir à droite et à gauche sont en stand-by en se disant comment va être réorganisé tout ça. Évidemment, le nouveau plan stratégique ne concerne pas que nos frères d'armes africains, il concerne les Français aussi. Et il faut voir ça ensemble pour arriver à un plan commun. Et ces soldats, alors ces éléments des forces Barkhane, et on s'arrêtera là, ces soldats avec lesquels vous avez aussi, je crois, Cyril, pu vous entretenir, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils abordent cette mission ? Il y a eu Serval, il y a Barkhane aujourd'hui, on parle d'enlisement des armées françaises, il y a eu cette perte de leurs frères d'armes dans un accident d'hélicoptère. Dans quel état d'esprit ils sont ? Est-ce qu'ils restent mobilisés, déterminés ?
Officiellement, bien sûr, un militaire reste mobilisé, surtout quand il est sur un théâtre d'opération. Mais il y a évidemment les contours d'un épuisement, de quelque chose. Il y a eu le traumatisme de cet accident tragique où 13 soldats, vous l'avez dit, ont péri en opération. Mais c'est un secret de Polichinelle que de dire que autant dans la structure de Barkhane, on est un peu aux limites de ce qu'on aurait rêvé d'avoir, dans aussi opérationnellement les résultats. Mais ça affecte évidemment le moral des soldats qui ne le diront pas officiellement, mais il y a un essoufflement. Qui ont besoin en tout cas certain. de cette cela, par clarification. contre, cela pèse sur les épaules du président français, en l'occurrence. Qui a sans doute dû le sentir, puisqu'il appelle encore une fois à redéfinir le cadre de cette opération. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Général Trinquant, de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Ainsi s'achève cette édition spéciale. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour refaire le point sur l'actualité.